Merci de rester avec nous. C'est la suite de New World Forum. Covid-19 au Togo, est-ce que la situation est désormais sous contrôle? Nous en parlons avec trois invités. Le professeur Majesté Wateba Iwu, il est infectiologue, chef service de traitement des maladies infectieuses au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, mais surtout en première ligne dans le centre de prise en charge du coronavirus au CHR de Lomé commune. Nous sommes aussi avec Dr Kaka Kalina, psychologue clinicien de la santé, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Il est le président de l'association des psychologues praticiens du Togo. Et puis James Kokouamaglo, il est médecin aussi, dentiste, mais surtout maire de la commune du Golfe 2. Merci de rester avec nous. Nous rappelons aux téléspectateurs qu'ils peuvent commencer par nous envoyer des questions. Ils sont d'ailleurs très très nombreux à nous écrire, à nous poser des questions. Les réponses dans un instant à travers nos comptes Twitter, Facebook et WhatsApp. Professeur Majesté, où nous étions avec vous, vous étiez en train de nous parler de l'histoire passionnante de l'hydroxychloroquine. Vous nous disiez avant la pause que c'est entre autres produit, l'hydroxychloroquine que vous utilisez au CHR là-bas, et donc vous ne vous cantonnez pas à l'hydroxychloroquine, vous l'utilisez en attendant de trouver mieux. C'est ce que vous étiez en train de nous dire. Absolument, absolument. Donc je disais que c'est une alternative qui est aujourd'hui, qui nous est offerte, que nous utilisons. Mais le plus important, je l'ai souvent dit, et je le redis encore aujourd'hui, nous ne traitons pas le Covid-19, nous traitons les patients atteints de Covid-19. Ce qui veut dire que avant que la personne ne soit infectée, c'était un humain qui traînait son lot de maladies, certainement. Si la personne arrive à l'hôpital infectée par Covid-19 et que vous vous cantonnez seulement à donner un médicament qui est positionné dans le cadre du traitement du Covid-19 et vous laissez tomber les autres maladies ou l'organisme dans l'ensemble, vous allez peut-être réussir à guérir la personne du virus, mais la personne va mourir parce que l'organisme a pris un coup. Le premier patient que nous avions perdu était guéri déjà de Covid-19. Il n'avait plus le virus, il était négatif. Mais il est mort 2 jours plus tard. Donc, ce qui veut dire que, nous l'avons mis, quand on l'a comptabilisé ce décès, on ne l'a pas comptabilisé en dehors de Covid-19. On l'a comptabilisé comme le premier décès de Covid-19. Alors qu'au moment où il décédait, il n'y avait plus le virus. Mais est-ce qu'il a fait la maladie entre-temps? Il a fait la maladie. Non, il a fait la maladie, il a été hospitalisé pour la maladie. Mais il est décédé. Quand il décédait, il n'avait plus le virus. Il n'avait plus le virus. Il était encore en hospitalisation parce qu'il était au centre. À l'époque, on gardait quand même un peu pour les soins. Donc, la personne était négative avant qu'elle ne décède. Donc d'autres pathologies peuvent aider où le virus lui-même peut avoir dégradé l'organisme. Et ce sont ces pathologies qu'il faut prendre en charge sérieusement, qui n'ont rien à voir avec le Covid, qui permettent aux gens de guérir. Et je ne vais pas m'aventurer sur les chiffres occidentaux. Les chiffres de chez nous, nous avons quand même, sur 40 personnes, nous avons quand même 10 cas qui nécessitent un traitement de fond, un traitement vraiment assez soutenu. C'est à peu près ce que nous avons. Donc, nous sommes autour de 25% de formes, je dirais, graves. Et pas plus qu'il y a toute cette semaine, nous avions 3 malades qui étaient en réanimation très intensive, vraiment d'une grosse réanimation. Ils étaient en détresse respiratoire. Ah oui, il y avait même un qui a fait 3 semaines de coma. 3 semaines de coma total. Et il s'en sort, Et à l'heure où je vous parle, il est guéri. Le virus est fini, on ne voit plus le virus, mais il est toujours en traitement parce que l'organisme a pris un coup. Il faut maintenant réparer l'organisme. Il y a eu d'autres aussi, et 2 autres aussi. Donc, pour vous dire que on traite vraiment l'organisme. On traite tous les problèmes que le virus a pu induire dans cet organisme. Et c'est la prise en charge de tout cela qui fait la réussite de l'affaire. Nous avons des patients que nous dialysons quasiment tous les jours. Alors, on va se poser la question, qu'est-ce que Covid-19 a à voir avec la dialyse? Mais si vous ne dialysez pas cette personne, elle va mourir d'insuffisance rénale. Et là, nous dialysons la personne quasiment tous les jours. Et il y en a qui font ce qu'on appelle les OAP, c'est-à-dire leur poumon est noyé. On ne doit pas avoir de l'eau dans les poumons. Le poumon, c'est de l'air qu'il faut avoir. Mais quand le poumon, en lieu et place de l'air, on a de l'eau, on est noyé. C'est un peu comme quelqu'un qui s'est noyé dans la mer ou dans une rivière. C'est la même chose. D'où vient l'eau? L'eau, voilà, c'est le désordre que l'organisme a subi au cours de cette affection
ou les autres maladies surajoutées, ou d'autres infections qui ont pu se greffer, comme des bactéries, qui a entraîné maintenant ce désordre organique et qui a fait que l'organisme est devenu autre chose. Pour vous dire que chez celui-là, le Covid-19 ne représente même plus 1/1000 de la prise en charge. Les 999% de ce que nous faisons n'ont rien à voir avec le Covid-19. On oublie même le virus. C'est l'organisme qu'il faut sauver. Il faut faire tout. Il faut respirer à la place du poumon avec des respirateurs. Il faut mettre l'oxygène, ça coule à flot. Il faut faire des traitements anticoagulants. Il faut aller dialyser la personne. C'est vraiment de la médecine, je dirais, c'est la médecine interne qui est réalisée. Donc, pour vous dire que... Et c'est ça qui fait que nous n'alignons plus de morts. Le CHA n'a eu que 7 morts. Et les morts que nous avons eu au CHU, nous avons eu des cas arrivés décédés. C'est-à-dire qu'on l'a pris au CHU, le temps qu'il sort de l'ambulance, il est déjà mort. Mais on le met sur le compte de Covid-19. Pour vous dire réellement, il n'y a eu qu'un seul patient que nous avons véritablement perdu, qui soit vraiment en rapport avec Covid-19. Et on a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais tout le reste, si on n'avait pas aujourd'hui les mesures de réanimation que nous avons aujourd'hui, l'oxygène, les respirateurs, nous n'aurions pas eu 7 et 13 décès. Hein. Nous serions au moins à 3 à 4 fois ce chiffre-là. Donc, mais, professeur Ayou, est-ce que le coronavirus ne vous donne pas là, franchement, une bonne piste à creuser et à installer comme système de soins, de prise en charge dans vos pays? C'est-à-dire, quand le patient vient chez vous, ne pas vous cantonner à soigner le mal dedans et le laisser repartir, mais faire un traitement général. Ça se fait déjà comme ça. C'est ça la médecine. La médecine, ce n'est pas une science exacte. Kodjo ne fait pas le pali de la même façon que Kofi. Et vous-même, vous allez voir que les palis que vous avez faits, tous les palis ne se ressemblent pas. À plus forte raison, différentes personnes. Donc, c'est ça le travail que le médecin fait. Le médecin, c'est vraiment... On ratisse large. Maintenant, votre question, là où je vous voulais en venir, mais vous aussi, vous avez esquivé un peu, mais j'ai lu dans votre tête, c'est est-ce que, enfin, coronavirus ne nous dit pas qu'aujourd'hui, nous devons investir dans nos systèmes de santé pour faire à tous les malades une prise en charge holistique, c'est-à-dire traiter tout et essayer d'aborder tout. Là-dessus, vous avez raison. Je crois que ça a ouvert les yeux à tous les États. Aujourd'hui, avec vos milliards, on ne peut pas vous envoyer à l'extérieur. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, avec vos milliards, vous avez un jet, même privé, qui vous attend. Aucun hôpital ne vous prendra en Europe parce que tout le monde est débordé. Personne ne sait où il met la tête. C'est la preuve que ça chauffe. Tout le monde aujourd'hui doit faire chez lui. Chacun sera récompensé à la hauteur de la qualité des soins qu'il peut offrir à ses concitoyens. Et je crois que le Togo, en tout cas pour ce que je vois, l'a compris. L'a compris, à voir la rénovation qui se fait au CHR. Et nous disons, il faudrait que ça ne s'arrête pas là, qu'on le fasse aussi pour les autres. À voir ça, je crois que nous l'avons compris. Il est évoqué aussi Saint-Pélégrin. Oui, en construction, c'est une bonne chose. Il faudrait vraiment que les Togolais puissent mettre des moyens. Vous savez que nous avons des Togolais qui sont capables de faire des greffes de reins. Nous en avons au Togo. Nous en avons qui savent le faire. Ces compétences, il faut maintenant les mettre au bénéfice de la population pour qu'on puisse faire de la très grande médecine. Maintenant qu'au CHR, on a quand même des petits trucs qui font. Je crois que nos anesthésistes réanimateurs sont en train de nous montrer ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils savent faire. Les médecins pneumologues, les médecins infectiologues sont en train de montrer que même si c'est une maladie qui fait peur, si on a les moyens, on peut faire une grande médecine. Et ça, il faudrait que le Togo le comprenne pour qu'on mette beaucoup d'argent dans le système de santé. Ouais. Docteur James Manglo, monsieur le maire, autant le dire comme ça, coronavirus a induit une situation difficile sur le plan économique. Donc, du coup, il faut faire fonctionner à flot les fibres de solidarité. Vous, dans votre commune, comment vous organisez? Quelles sont les actions de solidarité, de sensibilisation que vous faites sur place pour pouvoir surmonter ces difficultés? Merci. Mais avant d'aller sur cette question, je voudrais encore aller dans le sens de ce que le professeur Iou vient de dire, que la médecine, on ne traite pas le mal, mais on traite le malade. C'est le malade qui est pris en charge. C'est pour ça qu'il y a, même à côté du grand spécialiste infectiologue, il y a un psychologue. C'est le malade qu'on prend en charge. Ce qu'on devrait faire, mais c'est pas ce que vous faites tout le temps. Enfin, c'est ce qu'on essaie tout le temps de faire, parce que ce n'est pas maintenant que nous appelons les psychologues et autres à être à nos côtés. Voilà. La deuxième chose, avec coronavirus, je crois qu'il faut arrêter un peu l'implication à outrance de l'extérieur dans ce que le médecin doit faire. Qu'est-ce que vous appelez extérieur? Non,
je parle par exemple de la presse, des réseaux sociaux, les médecins sont qualifiés de décider de ce qu'ils ont à faire. C'est un corps médical. Le professeur Iou Wateba, malgré son génie, tout, il ne décide jamais seul. Il appelle le plus petit médecin qui est à côté de lui. Ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Quel est ton avis? Ça, c'est le corps médical. Et quand on a décidé, maintenant, on met en route. Et maintenant, la médecine aussi, c'est l'expérience de l'humanité, ce qui se fait en Chine, aux États-Unis. Dans la seconde, tout le monde prend tout ça, on dit, il y a ceci qui se fait ici. Et chaque jour, devant le lit de chaque malade, on tranche certains qui sont plus compliqués, on va en salle, on échange, on appelle le malade, on prend son dossier, on revient avant de décider. Donc, rien ne se fait à la légère, ni avant coronavirus, ni pendant coronavirus, même après, ce sera la même chose. Donc, il faudrait qu'on laisse au corps médical la liberté, cette confiance-là d'agir pour l'intérêt du patient. Oui, mais il faut quand même laisser aux autres le ministère de la parole, quand même. Hein, sinon, non, on a droit à la parole, mais on a droit à la parole. Eux aussi se trompent, ils se trompent régulièrement aussi. Ce que moi je constate, on surmédiatise et on perturbe. Il y a toujours des petits secrets dans la médecine pour pouvoir mieux avancer. Même le malade, ce n'est pas tout qu'on doit lui dire pour le préserver des peurs inutiles. Voilà, donc il faut que... Voilà. Le message est passé maintenant. Maintenant, la question, oui. L'impact socio-économique de coronavirus, c'est en plein dans la commune du Golfe 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au début, c'est la sensibilisation, c'est faire connaître les gestes simples aux populations dont ils sont tous capables quand ils en prennent conscience. Et ça se fait bien. Maintenant, le quotidien de certains qui vivent quotidiennement est perturbé par les mesures, les décisions, ainsi de suite. Et ces gens-là qui étaient vulnérables, ils sont devenus encore plus vulnérables. Nous avons fait un travail de recensement des gens qui ont été atteints économiquement, qui sont devenus plus vulnérables. Et nous avons mis en place un projet que nous appelons la commune du Golfe 2, solidaire et propre. Il y a deux volets dans ce projet. Une première, c'est un peu assister ces vulnérables-là en matière d'alimentation, un kit alimentaire d'une valeur autour de 10 000 avec des éléments, le cache-nez et puis un pain de savon là-dedans, plus un peu de nourriture pour les aider. Parce qu'après 3 mois, on a pris conscience qu'il y a des gens qui sont vraiment à terre parce que nous avons initié un micro-programme et on a compris l'ampleur du problème. La deuxième chose, la composante essentielle de la lutte contre la pandémie, c'est la salubrité publique. Et ça aussi, on veut aider les associations, les CDQ, les différentes associations dans les quartiers qui maintiennent la propriété dans les quartiers. On veut les équiper et leur dire de maintenir la propriété des quartiers de la commune, quelle que soit la difficulté. Donc, on veut acheter de l'outillage, des râteaux, des paniers, des pelles, des coupes-coupes, ainsi de suite. Et pourquoi pas même avoir un camion benne pour aller ramasser les déchets et pour que la commune soit propre. Le coût total de ce projet, c'est autour de 150 millions. C'est beaucoup. Je vous avais dit au départ que pour la sensibilisation, nous avons mis les grandes entreprises de notre commune, par exemple l'aéroport international Yadema, la Foire Togo 2000, le grand marché de Hidranaoué. Vous les avez mis en contribution. Hein. Move, tout ça, les directions Togo, Total, Cap, tout ça, on les a mis en réserve parce qu'on sait, par analyse, par information, qu'il y aura un moment où les populations seront à terre et il faut les relever. Et donc, on a fait ce programme. Maintenant, on veut passer à la phase de son application en sollicitant tout ce monde-là et en s'adressant même à l'autorité parce qu'il y a aussi au niveau de l'autorité une caisse nationale où de bonnes volontés des entreprises se sont exprimées en apportant leur solidarité. C'est ça qui nous a fait un peu hésiter. Ça fait 3 jours on est en train d'hésiter. Faut-il lancer? Est-ce que ça fait une concurrence à l'État? Est-ce que les gens là... Mais tous ceux à qui on interroge, à qui on adresse la parole pour voir si c'est opportun de lancer le projet, on nous dit c'est opportun parce que ces grandes entreprises de la commune et même hors de la commune peuvent nous aider parce que c'est le moment de remettre debout ceux qui ont l'air de s'affaisser pour qu'ils sachent qu'il faut redémarrer. Voilà ce que nous avons fait. Et la semaine prochaine, peut-être, on viendra à votre niveau aussi ici
Pour nous apporter des vivres et des non-vivres, j'espère oui, bien. pour vous solliciter aussi à mieux vendre l'information. Et si pourquoi pas votre nom en tête de ceux qui ont contribué à mettre les populations du Golfe 2 debout. Pourquoi pas. À la solidarité. Nous allons commencer. Le projet Golfe 2 solidaire est propre. Ouais. Ça devient un produit de tout le monde. Et le professeur Iou sera le premier à aller nous vendre ou deux, trois. Pourquoi pas. Mais il va le mettre dans la grande cagnotte pour que le retour nous revienne. Avec plaisir. Kalima, c'est ça, non? Kalina, précisément. Nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs. Prenons tout de suite le 91 62 16. 91 62 16 qui nous écrit de Cara. C'est notre cher fidèle téléspectateur Richard Tagba, qui ne déroge pas à la tradition une fois encore aujourd'hui. Il a deux questions. La première, pourquoi pas le temps de stabilisation de la maladie alors que chaque jour, il y a de nouveaux cas qui se signalent? Il a une deuxième question, professeur Iou. Selon les informations, la réouverture des écoles est imminente. Alors, t-il fait quelque chose au niveau des frontières, comme la mise en place des laboratoires pour tester les élèves et enseignants qui reviendront dans leurs écoles, surtout quand on sait que l'ouverture des écoles rimerait avec celle des frontières? Bon, la première question, pourquoi pas le temps de stabilisation alors que les cas augmentent? C'est la rapidité de l'augmentation. Nous avons aujourd'hui une inflexion, c'est-à-dire qu'on n'a plus 20 cas, mais on est en train d'avoir deux. Hier, par exemple, on n'a eu que 2 cas. Et on estime que ça se maintienne, enfin, on souhaite que ça se maintienne ainsi. Et aussi, les cas que nous avions eu récemment nombreux, c'était des cas qu'on a eu parmi les voyageurs, un groupe cible. Ce ne sont pas des cas diagnostiqués dans la population générale. C'est des groupes à risque qu'on a cantonnés, qu'on a dépistés. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de cas. Mais si on rentre maintenant dans la population générale, on ne risque pas d'avoir autant de cas. Donc, une fois qu'on a fini avec ces gens particuliers qu'on a confinés, je crois qu'on retourne dans la situation d'avant où il y a une inflexion dans le nombre de cas qu'on recrute, ce qui est une bonne chose. Et je crois que, corrélé à cela, il faut voir en même temps le nombre de guérisons. Quand vous avez plus de guéris que de cas diagnostiqués, vous chutez forcément. Et là, nous avons aujourd'hui dépassé, le nombre de guéris dépasse le nombre d'infectés. Nous sommes, et pour la date d'hier, 240 personnes qui ont guéri, contre 234 actifs, c'est-à-dire qui sont encore malades. Ce qui veut dire que la tendance est vraiment vers la baisse, et ce qui est une très, très, très bonne chose. Maintenant, réouverture des frontières, école qui va commencer, est-ce qu'on a mis en place les moyens pour diagnostiquer? Oui et non, parce que nous, au niveau du conseil scientifique, on a proposé quand même qu'un groupe d'enseignants, qu'on fasse une enquête pour voir la circulation du virus au sein du corps enseignant. C'est important. On prend un échantillon, on voit si parmi les corps enseignants, est-ce qu'il y en a vraiment qui peuvent constituer un problème pour les élèves. À partir de là, maintenant, on décidera sur la généralisation de ce test ou pas. Maintenant, les gens qui ont une notion de voyage venant de l'étranger, eux, systématiquement, déjà, ils font l'objet de la prise en charge dans le niveau des quarantaines et ensuite des dépistages. Et enfin, au niveau des écoles, il ne sera pas question quand même de dépister tous les élèves, mais c'est surtout les mesures barrières. Et puis, ça devrait aller. Puisque quand tu prends la population générale elle-même, sans tenir compte des gens qui ont des contacts avec des voyageurs ou les voyageurs eux-mêmes, le mal semble quand même être stable. Et je pense que toutes ces mesures font que la réouverture peut être abordée avec sérénité, mais en restant prudent. 90 34 75, 90 34 75, c'est Daniel Afanino qui nous écrit. Bonjour au plateau. Un bonjour spécial au professeur Iou. Ah ben, professeur, on vous envoie un bonjour spécial. Hein. Merci. Bonjour. Oui, professeur. Alors, professeur. Alors, la suite est encore plus intéressante. Hein. Professeur, vous êtes la personne qu'il faut au moment qu'il faut actuellement. Au moment où il faut actuellement. Hein. Vous avez des compétences indéniables que vous transmettez avec humilité. Hein. Vous pouvez le lire à l'écran. Alors, s'il vous plaît, gardez cet esprit d'humilité. Vous avez beaucoup à faire pour ce pays. Hein. Je vous demande humblement de fournir les informations, les conseils nécessaires aux acteurs de l'éducation avant la reprise probable des cours pour les classes d'examen. Merci, merci, c'est très gentil ce message qui fait chaud au cœur. Mais je voudrais dire tout simplement que la musique se tape, le tam-tam, c'est avec les 10 doigts. Et je ne suis qu'une fraction des doigts de la main. On est nombreux à faire le travail. Il y a à la tête du pays, il y a le chef de l'État
grâce à qui vraiment tout se fait. Il a très tôt compris la mission, très tôt compris l'enjeu et il y a mis les moyens. Il y a le Premier ministre, que moi je respecte beaucoup, qui est d'une grande humilité, qui vraiment fait un travail extraordinaire. Et tout le gouvernement, sans oublier le ministre de la Santé, et toutes les cellules de riposte du ministère de la Santé, les acteurs de terrain, les gens qui vont chercher les malades, et sans oublier vous les journalistes. C'est grâce à vous que l'information est relayée. Et la coordination de la riposte aussi avec le colonel Djibril. Oui, avec le colonel Djibril, qui fait un travail extraordinaire. Le pauvre, il ne dort plus. Donc je crois quand même que c'est le travail de tout le monde, sans compter les entreprises et la population elle-même. Parce que si la population n'adhère pas à nos mesures, nous allons avoir des dizaines de milliers de cas. Nous-mêmes, on finira par fuir. Donc je crois que c'est vraiment tout le pays dans son ensemble qui fonctionne bien. Tout le monde joue le rôle. Et je crois qu'à tous ces gens, on dit merci, on dit félicitations. Et nous n'avons pas encore fini la lutte. Le pays nous sollicitera encore et chacun n'a qu'à jouer son rôle. Merci. 98 57 55, 98 57 55. Bonjour aux panélistes. Merci pour les différents efforts. Alors, combien de cas on a enregistré dans la préfecture d'Adéta? Je ne sais pas si on a ces détails. Il est intéressé par Adéta. Alors, quel peut être le rôle de chaque acteur pour une ouverture et une bonne fin des écoles sans problème? Comment se fera la surveillance et correction? Comment se feront donc surveillance et correction des différents examens nationaux? Vos avis pour bien réussir? C'est John qui nous écrit. Docteur Kalina, docteur Amaglo, est-ce que vous avez des réponses à notre téléspectateur? Non, quel peut être le rôle de chaque acteur? C'est les mesures barrières à respecter, surtout pour les enfants. Le corps enseignant, on veut faire une enquête statistique pour voir quel est le taux de prévalence de l'infection à leur niveau, pour voir si les enfants seront en sécurité avant d'y aller. Maintenant, c'est de tout faire pour avoir ce minimum de données-là et savoir sur quel terrain on est en train d'avancer, c'est tout. Les parents à la maison vont accompagner les enfants, leur assurer, leur dire ce qu'il faut faire en allant à l'école. Je crois que nous, on sera présents, puisqu'il y a un groupe de scouts qui devait, puisque les rumeurs fortes disent que la rentrée c'est demain, eux ils se sont préparés. Demain matin, très tôt, on va mettre à leur disposition ce qu'il faut pour être devant les écoles primaires et aider à ce que ça se passe selon les prescriptions de mesures barrières, distanciation et autres. Bon, vous avez parlé de rumeurs, donc pas encore d'ouverture officielle des écoles. Bon, mais nous, on se prépare. Si on nous surprend, on peut agir. 92 27 91, 92 27 91. Alors, félicitations à Sa Majesté Ouatteba et à son équipe de riposte, sans oublier les médecins locaux. Ma question, est-ce que nous pouvons avoir des connaissances, des informations du Covid organique, le remède malgache en test au Togo et le remède togolais? Majesté. Merci beaucoup. Nous avions eu, il y a à peu près un mois, un échantillon disons, de 50 doses. Quand je dis doses, c'est ce qu'il faut pour traiter le malade de bout en bout. Je peux dire 50 traitements. C'est-à-dire, un traitement, c'est de bout en bout. C'est ce qu'il faut pour traiter la personne sur 7 jours. Donc, on a eu environ 50. Et il était question de l'administrer pour voir son efficacité au niveau donc, de nos patients. Voir si ça peut être aussi une alternative intéressante. Vu qu'à l'époque, au niveau malgache, ça donnait des trucs assez intéressants. Donc, on nous a appelés, mais nous nous sommes dit que nous devons jouer notre rôle d'universitaire. Nous n'allons pas administrer à des Togolais un produit venant de quelque part où nous n'avons pas toute la fiche technique, bien sûr la toxicité, la tolérance et tout ça. Donc l'université s'est donnée quand même pour rôle de regarder un peu ce qu'il y a dedans. Nous avons de très bons pharmacologues, de très bons pharmacognosistes, c'est-à-dire les gens qui connaissent les plantes à l'université, et de très bons botanistes. Donc la faculté des sciences de la santé, avec l'université, le professeur Bataïla et tout ça, on a fait quand même une étude préalable pour voir si ce que nous avons, il n'y a pas quelque chose de toxique. Ça, c'est notre rôle de gendarme, qu'on ne dit pas forcément à tout le monde. Et à la matière, nous n'avons même pas eu l'autorisation des autorités pour le faire. C'est notre rôle d'universitaire de le faire. Si demain, nous trouvons quelque chose de bizarre, on va pouvoir dire, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Donc, on est en train de le faire. Et parallèlement, nous avons commencé les premières études avec, à peu près, à la date d'hier, 14 personnes qui étaient sous ce traitement. Et chaque traitement est renseigné sur au moins 15 pages. C'est-à-dire chaque patient, c'est 15 pages qui sont renseignées.
depuis le bilan biologique, la charge virale, c'est-à-dire la quantité du virus au moment où le patient démarre le traitement, à 5 jours du traitement et à 7 jours du traitement, nous allons quantifier pour voir comment est-ce que ça agit et le comparer par rapport à l'hydroxychloroquine et le comparer par rapport à ceux qui ne reçoivent ni hydroxychloroquine ni Covid Organics. Ça nous permettra de montrer scientifiquement est-ce que ce traitement a un impact autant sur la déferlance ou la défervescence ou la diminution de la charge virale, tant sur l'organisme en termes de toxicité. Il faut rechercher au niveau du rein, au niveau du foie, au niveau du cœur, au niveau donc du sang. Est-ce que ce médicament apporte quelque chose de plus ou non? C'est vraiment un truc très scientifique qu'on est en train de faire. C'est pour cela qu'on ne se jette pas dedans comme ça. Alors quand nous allons finir tout ça avec les échantillons que nous avions eus, nous produirons un rapport au gouvernement pour leur dire sur le plan pharmacologique et pharmacotoxicité, voilà ce que l'université a retrouvé, voilà les fiches techniques. Et aussi, trouver en dehors de la Témésia, nous sommes capables de trouver les plantes, les autres plantes, du moins les principes actifs qui ont été ajoutés. C'est ça ce que le Togo est en train de faire, notre université de faire. Et voir est-ce que dans ces produits, il n'y a pas de la silice qui peut bloquer le rein. Parce qu'une plante qui pousse à Madagascar n'a pas les mêmes propriétés que la même plante qui pousse à Lomé. Donc on est en train de faire tout cela et voir si entre-temps, il y a eu d'autres substances non végétales qui ont été ajoutées, nous sommes en mesure de le savoir. Donc c'est ce travail qu'on est en train de faire et nous aurons donc le rapport technique, médical et scientifique de l'université. Nous aurons le suivi des patients testés sur le plan sanguin, sur le plan rénal pour voir si demain ce produit ne va pas avoir un problème sur le foie, le rein, etc. etc. Et c'est quand on aura fait finir ça dans quelques semaines que nous allons produire un gros rapport qui permettra de voir s'il y a un bénéfice à adopter ce traitement ou pas. Et là, le gouvernement en ce moment-là prendra les décisions qu'il faut. Voilà ce qui est un peu sur le Covid Organisme. Maintenant, sur les traitements Togo, c'est des traitements à base. Nous avions dit il n'y a pas à ce jour au monde, nulle part au monde, un seul médicament qui tue un virus. Il parle plutôt de l'initiative de trouver un produit local. Oui, c'est ça que je parle. Donc, le Togo aussi, sachant qu'il n'y a pas un médicament qui tue un virus, nous avons plutôt travaillé au niveau de l'université sur des substances qui ne tuent pas un virus, mais aident l'organisme à être robuste. C'est ça l'alternative, c'est ça la parade. Donc, des substances que nous avons testées même sur les cellules humaines, qui ont montré pour certaines substances que ça rendait les cellules humaines plus agressives vis-à-vis des corps étrangers, dont un virus. C'est ce qu'on appelle les immunostimulants. Et il y en a eu 88 que l'université a reçu, a fait appel aux connaisseurs des plantes. On a testé et on a retrouvé à peu près maintenant 3 qui seraient de très bons produits. Maintenant, il y a des phases supplémentaires qu'on a de faire. On est actuellement à bout de ressources financières. Hier, nous avions discuté ça avec le président, le vice-président de l'université, le professeur Bataïla, sur trouver quand même un financement pour finir le travail et arriver maintenant à commencer à produire. Et c'est après ça que nous allons proposer maintenant le plan de repose de l'université, parce que c'est quand même le sang du savoir, hein, il faut l'accepter. Et l'université va proposer ça au gouvernement, et si elle l'adopte, on peut passer maintenant à un remède Togo par rapport à cela. Ça ne sera pas un médicament qui tue le virus, parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a nulle part, mais ça sera un médicament qui va rendre l'organisme robuste pour affronter le virus et donc permettre à l'organisme d'élaborer ces anticorps qui vont permettre la guérison. L'université semble avoir poussé des cornes, hein, apparemment. Oui, avec le professeur Kokoroko, ça va vite. Il fait un excellent travail et je l'en félicite encore une fois de plus. Docteur si vous me permettez, je voudrais féliciter le professeur Iwateba pour la rigueur de cette démarche scientifique qui conditionne l'utilisation d'un médicament. C'est vrai, il y a les médias qui se sont mêlés à beaucoup de choses, mais ils ont tenu bon. Moi, je voudrais le saluer pour ça. Parce qu'un médicament ne vient pas comme ça sans savoir c'est quoi. Oui. On dirait que vous n'aimez pas beaucoup les médias. Hein. La deuxième chose, c'est que nous fassions confiance aux médecins. Ils sont compétents. Qu'on leur fasse confiance. Il vient de parler tout à l'heure des médicaments qui permettent à l'organisme de mieux résister. Donc, je crois qu'ils sont habitués à ces genres de combats parce que les maladies qui viennent, qui surgissent comme ça de l'inconnu, il y en a, c'est tous les jours. Et le corps médical est formé de telle sorte que, vous l'avez vu tout à l'heure, on a voulu le féliciter, il a cité tous ceux qui étaient dans la chaîne pour que ça soit une chaîne. Il y a cette humilité qui est dans le corps médical et ça leur permet d'être plus efficaces. Donc, faisons-leur confiance. Merci. Ben,
90 87 49. 90 47 49. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Merci de nous informer régulièrement sur l'évolution de la maladie Covid-19 au Togo. Coup de chapeau au professeur Iou dans les travaux de terrain au CHR Lomé Commune. Ma question est la suivante. La série de nombreux cas enregistrés dans ces dernières semaines viennent... alors, la série, est-ce que ça vient des personnes mises en quarantaine ou directement des communautés? Ensuite, qu'en est-il des infirmiers au CHR Sylvanus Olympio mis en quarantaine entre-temps? C'est Christophe qui nous écrit depuis le quartier des Étoiles à Takpamé. Merci pour la précision et bonjour Christophe. Merci. La première question est relative à chose comment déjà? J'ai un trou de mémoire là. Bon, je commence par la dernière et on reviendra à la première. Alors, qu'en est-il des infirmiers mis en quarantaine? Là, je vais vous surprendre. Ça a amené hier et avant-hier à écrire un document de stratégie au Togo pour que désormais le personnel médical traite mieux nos patients. Le constat qui est fait, la psychose est telle que le personnel soignant aussi a peur parfois d'approcher les malades. Et ça fait qu'il y a des patients qu'on prend pour suspects et qui sont finalement abandonnés et qui en meurent. Nous en sommes conscients et on veut remédier à ça. C'est parti du fait qu'on se disait que les gens peuvent s'infecter si facilement. Mais on s'est rendu compte que les gens mis en quarantaine à l'hôpital, parce qu'il y a été des contacts de sujets confirmés, n'ont presque pas développé d'infection. C'est-à-dire la quasi-totalité. Plus de 100 personnes qui ont été mises en quarantaine, quasiment personne d'entre eux n'a développé une infection. Celle qui a été infectée, on a finalement, quand on a fait l'enquête, elle serait même infectée avant. Ce n'est pas le cas hospitalisé qui l'aurait infectée, elle l'aurait eu déjà. Puisque le jour même où on a diagnostiqué les patients confirmés, c'est ce jour-là même qu'elle aussi, son test a été positif. Donc on s'est dit quand même, c'est invraisemblable qu'elle ait été infectée au départ de ces patients. Et il y a eu après maintenant un groupe de quarantaine de gens qu'on a mis. Finalement, les résultats sont revenus négatifs. C'est là qu'on a compris qu'il n'y avait pas vraiment à abandonner les patients sans soins parce qu'on a peur de l'affection. Donc on est en train de travailler là-dessus parce que les morts maintenant, ça commence pas à faire truc. Surtout à l'intérieur, c'est la saison des pluies. Les gens viennent avec le palu. Ça va stimuler les signes de la maladie, du Covid, et on va abandonner les gens. Donc on est en train de revoir les choses. Donc par rapport à cela, les quarantaines quasiment au niveau du corps soignant, en tout cas au niveau des structures publiques, n'ont rien donné de significatif. Dans les structures privées, eux aussi, ils ont été surpris au début parce que au début, personne ne savait que le Covid allait venir chez lui. Et le Covid est allé dans certaines cliniques et leurs personnels soignants, donc qui ont été des contacts, se sont positivés. Mais il n'y a pas eu de décès, il n'y a même pas eu de cas graves parmi eux. Aujourd'hui, ce problème, quasiment, je crois, est réglé. Donc, pour dire encore aux corps soignants qui nous écoutent aujourd'hui que Covid-19, c'est une maladie qui n'est pas simple, mais au Togo, avec ce que nous avons comme mesures barrières, nous sommes plus ou moins quand même assez protégés si nous respectons bien les normes et qu'on peut travailler, continuer à donner des soins à nos populations, à nos frères et sœurs qui viennent nous voir. Et l'hôpital ne doit pas être un mouroir, mais un endroit où on doit pouvoir trouver la vie. Alors, la première partie de la question que j'ai... Oui, la première partie demande les cas enregistrés en mai, les cas nombreux. Est-ce que ça vient d'une contamination communautaire? C'est surtout les voyageurs venus du Ghana. C'est majoritairement eux. Et après, maintenant, il y a eu les gens qui sont contaminés. Les éléments venus de l'Ouest. Voilà, de l'Ouest, voilà. Pour ne pas citer le merci beaucoup. 91 30 87, 91 30 87. Alors, lui, il nous dit qu'il ne croit pas carrément à l'existence de la maladie. C'est son avis. 91 30 87. Alors, il explique pourquoi il ne croit pas à l'existence du coronavirus. Il dit aucun journaliste n'est allé aux côtés des populations pour aller voir les malades au CHR Lomé Commune et que c'est toujours la mouvance présidentielle, je ne sais pas ce qu'il appelle mouvance présidentielle, qui vient nous dire tout ce que vous voulez. Alors, pourquoi lui il est obligé d'y croire? Bon, rapidement, je lui réponds. Carole Coueto, il y a à peu près 10 jours, est venue même servir à manger aux patients en zone rouge. Donc elle s'est habillée, elle est venue. Carole Coueto, qui est une journaliste de la télévision nationale, qui anime l'émission Santé d'abord, elle est venue. Ils étaient même deux. Elle s'est habillée, elle est allée en zone rouge. Elle a servi même à manger aux patients.
Donc, je crois quand même que... Bon, et d'autres personnes parmi les gens qui sont allés. New World TV a déjà fait un reportage sur place là-bas. Donc, les malades, s'il veut qu'il m'appelle, il vient me voir, je vais l'habiller, on va aller en zone rouge, il verra par lui-même, il va voir même les cas de réanimation. Et s'il a besoin de ça, on va le faire. Docteur Amaglo, oui. Il paraît que c'est la mouvance présidentielle qui en parle, mais vous, il me semble que vous êtes d'une mouvance violette, là. Oh, vous savez, quand on a trop de problèmes, des fois, il faut se décontracter. Je crois qu'ils s'amusent. Oui. Ils s'amusent. Aujourd'hui, personne ne peut dire que le corona n'existe pas. Donc, il a dit seulement une boutade. Enfin, c'est juste pour s'amuser. Le psychologue... Personne ne répétera ce qu'il a dit. Et lui-même, en le disant, je crois qu'il s'est protégé contre le coronavirus. Le psychologue réclame la parole. Est-ce que c'est un cas pathologique? Je ne saurais le dire, bon, parce que je n'ai pas croisé la personne pour voir... Alors, qu'est-ce qui explique ce déni malgré tout ce que je dis? C'est que coronavirus ou bien Covid-19 n'a pas de couleur politique. Alors, le professeur Yves n'est pas un politicien, donc c'est un médecin, c'est un enseignant. Alors, s'il nous dit que voilà, c'est ce qui se passe là-bas, je ne pense pas que cela relève d'une constitution imaginaire. Et puis, on ne peut pas bloquer les aéroports et arrêter beaucoup d'activités pour la simple raison de le faire. Donc, cette affection existe et chacun d'entre nous doit faire tout l'effort nécessaire pour s'en prévenir et protéger les autres. Donc, je pense que c'est... Bon, je ne sais pas qu'est-ce que la personne veut véhiculer comme message, mais c'est important que tout le monde sache que le coronavirus est une réalité. Alors, on va poursuivre. Ce qui est essentiel, comme il vous a écrit, vous lui écrivez pour savoir où il se trouve, comment il se comporte, parce qu'il ne faut pas qu'il constitue le danger aux autres. Généralement, ces cas, ce sont eux qui se retrouvent finalement infectés. C'est déjà arrivé dans un pays africain qui croyait à la protection divine. Finalement, le président et sa femme... C'est vrai, il y a une phase. On peut prier. Quand il y a maladie, on prie. Mais il faut également agir parce que Dieu nous a donné une intelligence. Juste pour vous dire, il y a eu un maire, je ne veux pas citer la localité, un maire qui a été mis en quarantaine à partir de sa belle-sœur qui était infectée et il nie que ça n'existe pas. Avec le professeur, c'était difficile. Et finalement, lui-même, il était positif, lui et sa femme. Et je crois qu'à eux, maintenant, on ne dira plus que... Il faudra les faire témoigner. Il y a un chef d'État aussi, hein. Tout à fait. Lui dit, c'est... Bon. 90 15 09, 90 15 09. La question, comment peut-on parler d'ouverture de frontières alors qu'entre villes internes, la circulation reste impossible? Pouvons-nous espérer un jour Corona zéro? Oui, rapidement, je vais donner la parole aussi après aux autres. Alors, réouverture des frontières dans ce que nous savons, puisque nous avions eu comme thématique sur laquelle on devait travailler dans le comité scientifique. Là, on a proposé une réouverture contrôlée, comme on a dit tantôt, des frontières et aussi un déconfinement contrôlé des zones. C'est les deux mesures qui ont été prises en même temps. Mais comme je l'ai dit, les Togolais sont très intelligents. Ils ne sont pas enfermés dans des cocons. Si ça ne marche pas, nous reviendrons à la situation, au moins qui nous a déjà donné un résultat. Donc, c'est à peu près ça. À quand la fin du coronavirus, personne ne saura le dire. Mais nous finirons vite avec ça si tout le monde fait ce qu'il faut faire. Les gestes barrières en priorité, jusqu'à ce que nous ayons les vaccins. Et c'est les vaccins qui vont assurer une immunité collective. C'est tellement que C'est cette affaire de vaccin qui soulève d'autres questions. Peut-être on aura l'occasion d'échanger à propos. Ça va, non, le vaccin va finir par se faire. C'est que dans la précipitation, les gens voulaient aller vite et ont voulu escamoter les étapes nécessaires pour arriver à un vaccin. Aujourd'hui, on sait que le virus immunise. Les gens guéris et qui ont développé les immunoglobulines G. Il y a deux types. Il y a les immunoglobulines M qui ne sont pas très protecteurs, mais ça te permet quand même de survivre rapidement. Et les G sont solides. On a compris qu'aujourd'hui, avec l'immunoglobulines G, ceux qui ont développé ça, ils vivent pendant longtemps, ils sont protégés. Donc, dès lors qu'on a eu cette affirmation, c'est maintenant que quand on guérit, on est immunisé. Alors, ça donne quand même de bonnes pistes pour qu'un vaccin solide
puissent être mis sur le terrain. Il y a beaucoup de questions hein, sur l'affaire de rentrée scolaire. Ce qu'on doit dire, c'est officiellement pas encore de date pour la reprise, non C'est en étude. Il faut que tout le monde s'y prépare. Le gouvernement n'a pas encore donné une date ferme. Mais demain, on entend, il semble que les directeurs des écoles sont convoqués, et puis le 9, etc. Mais la tendance, c'est vers ça. C'est ce qu'il faut comprendre. La tendance sera vers la réouverture des écoles et même de l'université aussi. L'université déjà travaille avec les cours à distance. Mais la fois dernière, j'ai discuté avec le vice-président de l'université. On est en train déjà de préparer la réouverture physique de l'université. Donc, que chacun se prépare à ça, c'est ça le plus important. Que les parents cherchent déjà à parler à leurs enfants sur comment tu vas te comporter quand tu seras avec tes copains. Quel masque utiliser pour les enfants. Les amener à être responsables dans le lavage des mains. C'est ça plutôt le travail que nous devons faire maintenant vis-à-vis des enfants pour qu'ils ne soient pas surpris par la réouverture des écoles qui va se faire. 92 28 28 92 28 28. Je voudrais savoir si le port de masque est vraiment nécessaire, si la distanciation sociale est très bien respectée. La question, c'est en rapport avec la prochaine réouverture des écoles et autres. C'est Jack Perry Samuel qui nous écrit depuis Cara. Oui, il vaut mieux ne pas mettre la main dans un trou où on risque de trouver un serpent. Portons le masque. Ça, c'est les gens du village qui savent que dans le trou, il y a des fois, il y a serpent. Maintenant, on dit à tout le monde, dans un trou, on peut avoir un serpent. Il vaut mieux ne pas aller chercher le mal là où il n'est pas. Mettons le masque, tout simplement. Et moi, je vais vous dire une chose. Après Covid-19, moi, c'est fini. Le masque ne tombe plus de mon nez. Dans l'avion, je vais porter ça, c'est le masque N95. C'est le meilleur. Je suis mieux protégé que vous. Oui. Et il est le seul qui n'est pas protégé. Heureusement que nous avons nos masques. Le port de masque, le lavage des mains, franchement, vous n'avez pas remarqué que ces derniers temps, il n'y a plus beaucoup de cas de rhume. Vous n'avez pas remarqué? Les cas de tout, vous n'avez pas remarqué? Oui. C'est parce que, forcément, le fait de se laver la main tout le temps, le fait de porter le masque, chacun garde sa maladie. Et ça, c'est une bonne chose qui va avoir un impact économique incroyable sur nos économies et sur le poids des familles. Je crois que le port de masque, rien à faire. Même si c'est un bout de tissu, cache ton nez avec, ça va t'aider. Nous allons aller vers les conclusions. Peut-être le temps de répondre à ces téléspectateurs 91 87 33, 91 87 33. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mon inquiétude est qu'actuellement, on constate la peur auprès de certains soignants lorsqu'il s'agit d'une maladie avec des signes similaires au Covid-19. C'est le cas à Tapamé avec un enseignant souffrant de rhume qui a été gardé pendant 12 heures, sans premier soin, puis la mort s'en est suivie. C'est Akati qui nous écrit depuis Sokodé. Bon, j'aurais pu répondre, mais il faut que le psychologue, ceux qui sont les problèmes de la vie, donne son avis là-dessus. Alors, je pense que les soignants sont des humains comme nous. Et les réactions de peur sont aussi normales. Alors, comme l'a déjà dit le professeur, donc il est important que les soignants prennent les dispositions nécessaires pour que les malades ne soient pas abandonnés. Donc, ils doivent se protéger d'abord afin de pouvoir donner des soins adéquats aux patients. Donc, la peur, c'est nous tous nous avons peur. Parce que, et encore de l'intérieur du pays, vous voyez un peu, c'est vrai qu'à Lomé, l'information peut-être est beaucoup plus fluide par rapport à un certain nombre de choses. Est-ce que nous avons un niveau de connaissance plus élevé par rapport à cette affection ou pas? J'en sais absolument rien. Cela nous amène à dire qu'on doit toujours continuer à travailler à l'intérieur du pays pour que tout le monde sache que Covid-19 peut être contrôlé. C'est ça. Et le professeur a déjà répondu d'une manière bien d'une autre à cette préoccupation en disant qu'il y a un protocole qui est élaboré pour que les soignants puissent se protéger et en même temps s'occuper des patients. Merci, docteur Kaka Kalina. Très poétique comme nom. Docteur Jessa Manglo, c'est pas moins poétique. Non. On va conclure cette émission. La peur, que retenir? La peur, elle est justifiée, mais elle permet d'assumer la responsabilité en toute connaissance de cause. Le protocole est là, ce qu'on doit faire en tant que médecin qui a l'obligation de soigner, il est là. Ce que les patients doivent aussi faire, on est là. Une conclusion en 30 secondes. En conclusion, moi je suis d'une commune, je suis maire, j'administre humblement
modestement une population. Et au nom de tous les autres collègues, je voudrais me permettre, parce que nous avons en face un élément clé, le professeur Iwateba en notre présence, nous voulons être mieux associés à la réponse du Covid. On nous informe à temps, on nous dit ce qu'on fait et on met un peu de moyens à notre disposition. Moi, je suis médecin, je fouille, je l'écoute, je comprends certaines choses, mais les autres aussi, nous avons besoin de moyens. Maintenant, il faut dire merci à l'autorité centrale jusqu'au dernier échelon dont il vient de parler tout à l'heure. Pour l'effort qui se fait, il faut féliciter le corps médical qui se bat, qui prend des risques énormes en soignant nos populations. Donc maintenant, il faudrait que nous tous, en tant que population, nous respections les mesures barrières, nous fassions en sorte que tout le monde prenne conscience de ce qu'il doit faire pour que la chaîne de cette propagation se casse, pour qu'on retrouve la santé et se consacrer au développement de notre pays. Le professeur a déjà dit, le système sanitaire de notre pays, comme ils sont dans le circuit, ils vont, avec beaucoup de doigté, faire le lobby nécessaire pour que le corps enseignant soit revalorisé et le matériel, les hôpitaux, le tableau, le plateau technique tout ça soit renforcé. Merci infiniment, James Amaglo, maire de la commune du Golfe 2. À tout seigneur, tout honneur. Non, à toute majesté, dernier mot. Non, je crois que je remercie tous les intervenants dans cette émission et vous-même aussi pour l'effort que vous faites. Mon dernier mot, ce serait remercier Dieu. Remercier Dieu pour la protection et le fait que dans nos pays africains, le pire semble loin. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais moi, tout la journée, je me dis, il y a quelqu'un là-haut qui nous regarde et qui a pitié de nous et qui sait que sans grands moyens, nos pays vont avoir chaud et il fait en sorte que ça soit allégé. Je le remercie pour cela et aussi appelle la population à la discipline. À faire ce que nos autorités nous recommandent de faire. Et aux journalistes, vous remercie aussi pour le travail que vous faites, parce que sans vous, l'information ne sera pas relayée. Merci. Et ensemble, vraiment dans l'union, en mettant en œuvre les mesures barrières, je suis convaincu que l'humanité sortira gagnante. Je vous remercie. Merci à vous tous pour votre riche participation à ce plateau qui s'achève. Mais nous, Forum continue. Le deuxième panel dans un instant. Coronavirus, vérité et contre-vérité. Nous en parlons dans une dizaine de minutes avec d'autres spécialistes. À tout de suite pour la suite.